Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce séminaire qui sera fort intéressant sur les écolieux, leur impact écologique et sociaux. On a deux invités de marque aujourd'hui, Mathieu Labonne et professeur Cécile Renoir. Nous allons commencer par Mathieu Labonne. J'aimerais vous rappeler que ces séminaires sont bilingues, donc c'est tout à fait possible pour vous de poser des questions en français. You can also ask questions in English. I'm happy to translate as necessary. Um, le séminaire sera enregistré. C'est possible pour vous de le partager à partir de notre YouTube et puis de le regarder à nouveau. Alors voilà, c'est un plaisir pour moi d'accueillir Mathieu Labonne, directeur de la coopérative Oasis, président de la société Oasis, ingénieur de formation ayant travaillé dans la recherche sur le climat et la gouvernance carbone. Mathieu Labonne a également été directeur de l'association Colibri. Il est aujourd'hui président et directeur de la coopérative Oasis, qui réunit des centaines de lieux de vie et d'activités écologiques et collectifs. Il est par ailleurs président d'Oasis, une coopérative de tiers-lieux à Paris, coordinateur du centre AMA, ferme du Plessis, depuis 2021 et à l'origine de l'éco-hameau du Plessis, situé en Eure-et-Loir, où il réside avec sa famille. Bienvenue Mathieu, je te passe le micro. Merci. Merci Nicolas. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que je peux partager mon écran? Ouais, je peux faire un partage d'écran? Ouais. Oui, Ok. Alors, bon, il y a des petites choses qui n'étaient pas complètement vraies, hein. Centralement, j'y suis depuis 2006, pas 2021, mais voilà. Mais c'est des. toutes Euh, mes excuses. non, c'est pas grave. Alors, c'est très court, hein, j'ai 15 minutes, c'est ça? Je vais quand même beaucoup axer mon propos plutôt sur la dimension écologique des impacts, même s'il y a des liens avec les impacts sociaux, parce qu'en 15-20 minutes, je vais avoir du mal à tout traiter. Mais en sachant que Cécile, avec qui je travaille sur plusieurs projets, notamment sur une évaluation des écolieux avec un prisme peut-être aussi plus social, peut-être qu'elle pourra compléter et apporter des éléments tout à l'heure. Je vais partager mon écran avec une présentation très rapide. Alors oui, donc peut-être assez rapidement, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà introduire ce qu'on appelle nous écolieux et dans le cadre du réseau Oasis, ça vous donnera aussi un peu des exemples du type de projet dont on parle, sachant qu'on est sur un ensemble qui est extrêmement divers et varié. On n'est pas sur un modèle unique de lieu, hein. Nous, notre parti pris à la coopérative Oasis et dans notre approche finalement assez politique de ces questions-là, c'est d'évaluer en fait l'impact et de travailler sur des modes de vie plus collectifs avant tout. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les leviers, on peut dire, de ce qu'on peut faire tout seul, de ce que chacun peut faire, les bons gestes, etc. Il y a des leviers plus législatifs, de la politique à grande échelle, j'ai envie de dire, mais on néglige souvent qu'il y a quand même une grosse partie de la transition qui se fait plutôt à l'échelle locale, dans la relation entre des personnes, entre des acteurs, à l'échelle d'un territoire, d'un village, d'un hameau. Et nous, finalement, le levier sur lequel on travaille, c'est finalement ce qu'on est capable de faire collectivement quand on se rassemble. Et notre parti pris, c'est que c'est sans doute le levier qui active les autres, parce que quand on sait créer un mode de vie plus collectif à l'échelle locale et mutualisé, c'est un moyen de décupler à la fois ce qu'on peut faire à titre individuel, et c'est aussi, on va dire, les prémices d'une nouvelle forme de politique qui se base voilà, sur une approche qu'on appelle plutôt archipélique de la transition, c'est-à-dire avec un ensemble de transitions locales qui arrivent à modifier globalement le système. Peut-être donc pour dire ce que c'est qu'une oasis, nous c'est un terme assez vaste et du coup un peu vague qui décrit en fait des lieux de vie et d'activité, mais qui ont en commun d'être à la fois écologique et collectif. Si vous voulez, une oasis, c'est un écolieu collectif. Donc quand on parle d'écolieu, on ne parle pas juste de quelqu'un qui se fait une maison écologique tout seul. Nous, on va par exemple parler de lieux où il y a des collectifs qui les font vivre, qui y habitent ou qui y travaillent. Et donc ça, nous, on a 5 grandes valeurs qui sont un peu les 5 invariants de ce réseau. Vous verrez que beaucoup de lieux peuvent se retrouver dedans. La question de la sobriété énergétique et d'éco-construction, la souveraineté alimentaire, donc des lieux qui se réapproprient aussi la question de leur alimentation, d'où le fait d'ailleurs que c'est beaucoup quand même des lieux qui sont plutôt en milieu rural. La question de la gouvernance,
partagés entre les personnes et qui respectent l'individu. Le plus important, la question d'avoir des espaces communs, des espaces mutualisés. En fait, les oasis, c'est avant tout des lieux et des projets qui créent du commun, à la fois dans des questions plus philosophiques, mais aussi très concrètement avec des bâtiments et des services que les gens mutualisent et qu'ils gèrent ensemble. Et puis, c'est des lieux qui sont ouverts sur l'extérieur et qui contribuent au territoire. Nous, c'est important que ce ne soient pas des lieux fermés. Ce sont vraiment des lieux de contribution à une transition plus globale. Je vais montrer quelques exemples pour vous montrer qu'en fait, dans ce que je vais montrer derrière en termes de résultats, il y a finalement des lieux qui sont assez différents. Donc là, on est vraiment sur le contexte français des écolieux en France. Il y a à peu près 1200 lieux dans ce réseau. On a des grandes catégories. Voilà. Nous, sur les lieux qu'on connaît, sur les 400 à 500 lieux avec lesquels on travaille vraiment, à peu près la moitié sont ce qu'on peut dire des écoliers avec activité, c'est-à-dire des lieux où habitent quelques familles, souvent c'est pas très grand, de 3 à 15 familles, et qui, au-delà d'habiter sur place, dans un lieu qui est souvent d'ailleurs un lieu de patrimoine rénové, ça peut être là, on voit des exemples, de Main en Main, c'est un hameau en Bretagne qui a été repris par une dizaine de familles, Sainte-Camelle, c'est un éco-village en Ariège, avec pareil une dizaine de familles, surtout partagé, c'est 6 familles en Savoie, Domaine est possible, c'est un lieu près de Clermont-Ferrand, voilà. Il y a comme ça plein de projets qui existent, qui sont beaucoup des lieux qui font revivre du patrimoine aussi ancien, qui serait plus accessible pour une seule famille. Dans ces lieux, on a à la fois de l'habitat, du coup, qui est quand même évidemment la porte d'entrée principale, mais aussi de l'activité. C'est aussi des gens qui relocalisent leur activité économique, avec notamment de l'activité, je sais pas, agricole, artisanale, l'activité aussi de tourisme, d'écotourisme. Voilà, et c'est souvent de la propriété collective. Ça, c'est la plus grosse partie des écolieux, c'est ça. C'est des lieux en rénovation, avec quelques habitants, pas des lieux très gros, mais qui font un mix habitat-activité. Et c'est des modèles qui sont assez résilients. Ensuite, il y a le modèle des éco-hameaux en France, et c'est beaucoup moins nombreux, qui sont des lieux souvent plus grands. Moi, j'ai notamment fondé l'éco-hameau du Plessis, là, qui est là, où on se rattarde 28 familles habitées. Pour l'instant, il y a 12 familles qui habitent déjà sur place. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus, on va dire, une sorte de lotissement écologique, mais avec des espaces communs, où il peut y avoir des bâtiments communs, des jardins en commun. Nous, on parle d'éco-hameau du Plessis, les maisons sont privées, mais tout le reste est mis en collectif. On a une grande maison commune là, qui se termine avec une salle d'activité, des chambres d'amis collectives, un coworking, ce genre de choses. Voilà. Et ça, c'est des lieux où ils sont plutôt que de l'habitat. Il y a des lieux aussi là, dont fait partie de la transition, le lieu de Cécile, qui sont plutôt ce qu'on peut appeler des communautés thématiques, c'est-à-dire des projets qui sont créés par rapport à une raison d'être assez forte, qui peut être politique, qui peut être spirituelle, qui peut être éducative, peu importe, voilà, mais qui rassemblent des gens dans un même lieu, qui est souvent des grands lieux de patrimoine, des châteaux, des fermes fortifiées, des abbayes qui sont rénovées. Là, par exemple, Longomaille, qui est assez connu dans le sud-est de la France, pas très loin de la Suisse, qui est du coup une communauté plutôt politique, des lieux plutôt spirituels, comme l'Arche Saint-Antoine, qui a quand même un ancrage dans la tradition chrétienne. Bon, il y a des lieux comme ça très variés qui existent en France, qui sont dans le réseau Oasis, mais qui sont beaucoup plus des lieux de communauté, disons. Des écolieux de jeunes, ça c'est aussi un truc qu'on suit pas mal, des lieux qui se créent beaucoup par la génération climat aujourd'hui, qui sont des lieux qui sont en fait la suite un peu des colocations en milieu rural, et qui sont après dans d'autres formats, mais qui ont comme particularité souvent au départ des lieux extrêmement collectifs et souvent plus monogénérationnels. Les habitats participatifs, donc là c'est un peu plus classique, plutôt une dynamique un peu plus urbaine, où on a pas mal de lieux dans le réseau, voilà, qui sont souvent des lieux plus en construction neuve, là par contre, un peu plus compliqués à monter, et souvent avec des budgets plus élevés, et une dynamique un peu plus urbaine, dans le sens où c'est beaucoup des lieux d'habitat et moins des lieux d'activité, avec aussi moins d'espace pour faire de la production agricole. Des lieux plutôt d'activité uniquement, avec très peu de gens qui habitent. Là, c'est plutôt ce qu'on appelle, nous, des oasis ressources, qui sont vraiment un peu le thème de l'écolieu, un peu touristique, un peu classique. Voilà. Et puis, évidemment, des lieux inclassables aussi, comme Terra, qui est vraiment un écosystème territorial, Chirol, qui est aussi un très gros projet en Ardèche, avec plein de sous-projets dedans. Voilà, des lieux qui existent. Voilà. Donc, tout ça, ces lieux, ça fait à peu près 1200 lieux aujourd'hui en France dans le réseau. On n'est pas en lien avec tous, mais on a une base de données qui permet de retrouver toutes ces infos sur tous ces lieux. Des lieux qui sont très aboutis, des lieux qui sont encore en phase de travaux ou qui sont très jeunes. Voilà, donc ça fait quand même une dynamique en France qui est intéressante à étudier, parce que, bon, 1200 lieux, soit en moyenne, on va dire, une quinzaine de personnes par lieu, donc c'est pas très grand, hein, quand même. Ça fait moins de 20 000 habitants en France, donc c'est tout petit, mais il y a un imaginaire très fort qui est créé par ces projets, et notamment, on voit beaucoup de gens qui rêvent de vivre comme ça aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est
extrêmement poussé. Et donc, nous, on a un travail à la coopérative Oasis qui est plutôt un travail évidemment d'accompagnement de ces lieux, donc un travail un peu militant, hein. On soutient évidemment ces modes de vie avec de la formation, de l'accompagnement. On fait aussi du financement, on lève de l'épargne auprès de citoyens. Donc, on a beaucoup de gens qui placent de l'épargne chez nous, qui a beaucoup, 600 personnes qui ont mis leur épargne dans la coopérative, plutôt dans une banque, pour aussi leur baisser le bilan carbone de leur empreinte de leur argent. Et avec cet argent-là, on finance des lieux qui sont aujourd'hui très mal financés par les banques, qui ne comprennent pas ces projets qui leur apparaissent risqués, parce que c'est des projets collectifs, qui mixent activités civiles et commerciales. Voilà, c'est souvent des ovnis, on va dire, pour les banques. Et donc, c'est important qu'il y ait des coopératives citoyennes comme la nôtre qui soutiennent ces projets. Voilà, donc nous, on a cette activité un peu militante, mais on s'est posé la question, notamment depuis quelques années, surtout depuis 2-3 ans, de voilà, comment évaluer l'impact de ces lieux, sachant qu'ils ont un très fort imaginaire, on voit que c'est des lieux agréables à vivre, où les gens sont, voilà, où ça attire, c'est un peu l'idéal aussi de cette vie un peu collective, avec du lien social, de la convivialité, mais aussi de l'autonomie, de retrouver vraiment du pouvoir d'agir dans sa vie. Voilà. Et la question, c'était d'évaluer ça. Et on a fait donc plusieurs études, 4 principales, dont une qui a été pilotée par Cécile Renoir sur l'indicateur de capacité relationnelle, le RCI, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc on a plutôt fait d'impact, on va dire, plutôt sociaux, ou en tout cas, voilà, dans quoi le projet recrée du lien social et du bien vivre. Là, je vais vous parler essentiellement d'un des indicateurs qui permet aussi d'avoir un regard un peu global, que vous connaissez sans doute très très bien, qui est le bilan carbone, où en France, la moyenne est de 10 tonnes de CO2 par habitant. On sait qu'il faut aller à 2050 en dessous de 2 tonnes, si on veut suivre les objectifs qu'on s'est donnés. Donc, une énorme réduction de l'impact carbone nécessaire de nos modes de vie. Et la question, c'est en quoi est-ce que ces écolieux permettent ou non de réduire le bilan carbone des habitants. Donc, et donc ça, je vais tout de suite aller un peu aux résultats et après essayer de les expliquer. C'est qu'on voit aujourd'hui qu'un habitant en moyenne sur 30 écolieux qui ont été étudiés, un peu de forme variée dans le réseau, on arrive à passer de, alors je n'ai pas le chiffre à l'écran, mais de 10 tonnes à un peu plus de 5 tonnes par habitant. Donc on divise par à peu près 2 le bilan carbone d'un habitant quand il vit dans un lieu. Alors ça, il y a des leviers qui sont liés au mode de vie lui-même. Il y a aussi des leviers indirects qui sont liés au fait que ces gens quand même qui sont assez militants et qui, du coup, par exemple, ont une alimentation peut-être pas plus végétarienne, pour donner un exemple. Voilà. Mais là, on voit un peu là, les 5 grands postes du bilan carbone. Et donc, vous avez en bleu foncé l'habitant d'une oasis et en plus clair la moyenne nationale française. Sans qu'une moyenne, ça a le défaut d'être une moyenne, c'est-à-dire ça prend en compte des gens qui consomment très très peu et qui, du coup, ont un bilan carbone très bas, et à l'inverse, des personnes, souvent des personnes riches, qui ont des bilans carbone très élevés. Donc, ça, à point avec des pincettes, la comparaison, ça nous montre un petit peu là où ces écolieux ont, on va dire, ont des bons résultats et là où il y a quelque chose à améliorer. Alors, peut-être juste pour montrer ça, c'est la disparité en fonction des lieux étudiés. Alors, on voit qu'il y a quand même des grosses différences entre les lieux qui sont principalement liées au fait que les données dans chacun des projets ne sont pas forcément égales. Dans des projets, on a vraiment des données sur beaucoup d'habitants. Nous, on a juste 1 ou 2 habitants, on a vraiment des données précises sur leur bilan carbone. Donc, c'est pour ça qu'une valeur par lieu, aujourd'hui, n'a pas beaucoup de valeur dans notre étude sur 30 lieux, parce que ce n'est pas forcément comparable. Par contre, la moyenne globale reprend à peu près 600 personnes, donc ça a une certaine valeur, voilà, cette moyenne. Voilà, et donc cette disparité, elle est beaucoup liée, on va voir, au poste, qui est peut-être le poste où les oasis sont les moins en avance, qui est la question de la mobilité. Sur la question du logement, déjà, on voit qu'il y a un facteur 3 par rapport à la moyenne nationale. Ça, c'est lié alors à 2 choses. La première, c'est évidemment la construction des logements. Donc, c'est évidemment des projets où il y a beaucoup d'éco-construction, de matériaux biosourcés. Alors, même s'il y a beaucoup de construction, donc il y a quand même un coût de l'énergie grise qui n'est pas encore amorti. Mais il y a aussi voilà, quand même des matériaux biosourcés qui peuvent même stocker du carbone. Et vous avez aussi le principal impact, évidemment, c'est sur la consommation de chauffage, puisque dans ces lieux, très très peu de lieux en fait sont encore chauffés au fioul ou au gaz naturel. La plupart des lieux arrivent grâce au collectif à s'affranchir de ces modes de consommation aux énergies fossiles et vont vers des chauffages plutôt biosourcés. Donc voilà, donc le résiduel pour les logements, c'est quand même, pour ces lieux, c'est quand même bon, à la fois la construction des bâtiments, mais aussi tout ce qui va être électricité, etc., qui est quand même là où il y a une réduction par rapport à un Français moyen, mais qui est moins significatif que sur le chauffage.
La mobilité, on voit que la diminution, elle n'est pas énorme par rapport à un Français moyen. Les habitants de ces lieux ont quand même l'habitude de beaucoup se déplacer. C'est aussi beaucoup lié au fait qu'ils étaient à la campagne. Et donc, il y a quand même beaucoup de déplacements en voiture. Il y a aussi une grosse part de l'avion dans ces modes de vie. Donc, c'est les habitants qui, pour beaucoup, avaient des modes de vie avant où ils voyageaient pas mal. Et même s'ils ont réduit, ils continuent à voyager. Donc, ça, c'est vraiment un axe de progrès. Après, on est quand même en dessous de la moyenne française, ce qui est déjà très bien. Et au niveau de la voiture, on voit que les habitants des oasis font plus de kilomètres qu'un Français moyen, mais comme c'est des gens qui covoiturent beaucoup plus et qui mutualisent même des véhicules, on arrive au final à un bilan carbone quand même qui est plus bas qu'un Français, parce que on va dire le taux de remplissage des voitures est beaucoup plus bas. Donc on a comme ça une optimisation qui est faite, mais encore une habitude de beaucoup de mobilité pour ces habitants dans un monde encore très carboné pour se déplacer. Voilà, ça permet pas de réduire beaucoup. À peu près 40% du bilan carbone d'un habitant d'un lieu, c'est lié à sa mobilité, donc c'est énorme. On a l'alimentation, où là, il y a une grosse diminution qui est liée au fait que dans ces lieux, il y a beaucoup de production locale, de choses qui sont produites dans le lieu, mais il y a aussi des habitudes alimentaires, de consommer beaucoup plus de produits bio, de produits locaux, de se relier les agriculteurs en local, une alimentation aussi moins carnée pour beaucoup d'habitants. Donc, on a comme ça une réduction. Et après, alors là où il y a la plus grosse réduction, c'est divisé par 4, c'est sur tout le reste des consommations, les consommations de loisirs, d'équipements électroménagers, d'achats, je sais pas, de livres, de matériel informatique, etc. On a une grosse diminution qui est principalement liée au fait que ces gens sont finalement plus loin de la société de consommation classique, du coup sont moins tentés aussi par notamment les modes de vie urbains, de la pub partout. Donc c'est des personnes qui finalement se passent de beaucoup d'achats et aussi mutualisent des achats. Par exemple, dans mon éco-hameau, on est plein de familles, mais on a des buanderies en commun. Ça, vous avez l'habitude en Suisse, hein, c'est pas très étonnant pour vous. Mais du coup, on a pas une machine à laver par famille. On a aujourd'hui 4 machines à laver pour le collectif. Voilà, donc on arrive à mutualiser des choses. Pareil, il y a plein d'équipements qu'on a en commun et qu'on se partage entre nous. On n'a pas chacun une tondeuse pour tondre. Voilà, on a du matériel de jardinage en commun pour tous les co-hameaux et chacun peut aller le prendre. Donc, même pareil pour le matériel de bricolage, par exemple. On sait qu'en moyenne, en France, une visseuse a une durée de vie de moins de 15 minutes. Donc, c'est ultra bas, hein. C'est-à-dire que les gens achètent beaucoup de matériel qu'ils utilisent très peu. Quand on mutualise, quand on a des ateliers partagés, des choses en commun, on a du meilleur matériel, parfois du coup aussi plus écologique, et qui permet d'être utilisé beaucoup plus longtemps et beaucoup mieux. Et enfin, il y a un poste où il n'y a pas de diminution par rapport à un Français moyen, c'est normal, c'est la contribution de chacun au service public, donc aux écoles, aux hôpitaux, à tout ce genre de choses. Voilà, où là, on ne considère pas qu'un habitant d'Oasis a une raison d'avoir un bilan carbone beaucoup plus bas qu'un Français moyen, même si dans les faits, c'est des gens qui utilisent moins beaucoup d'équipements publics que d'autres habitants. Voilà, donc on arrive comme ça à une division par à peu près 2 du bilan carbone d'un habitant français. Et ce qui est intéressant dans l'étude, moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que si on compare par rapport aux différentes catégories que j'ai montrées au tout début, donc les communautés, les éco-hameaux, les écolieux, l'habitat participatif, etc., on voit que cette division par 2, elle est à peu près valable pour tous les types de projets. Alors, encore une fois, là, l'échantillon ne permet peut-être pas d'avoir un truc ultra détaillé pour tous ces types de projets, mais l'ordre de grandeur est, je pense, assez parlant. Ce que ça veut dire, c'est que dès qu'on a un mode de vie plus collectif, que ce soit de la construction neuve ou de la rénovation, que ce soit des petits projets ou des grands projets, des projets un peu plus urbains dans l'esprit ou vraiment dans la campagne, un peu plus loin des villes, dans tous les cas, on arrive à peu près ce facteur 2 de réduction de bilan carbone, ce qui est assez étonnant. Moi, j'aurais cru qu'il y a quand même des écarts plus grands entre ces différentes catégories de projets. Et ce que ça montre au final, c'est que le levier principal, c'est la vie en collectif. Voilà. Et donc, c'est ça un peu le message que nous, on regarde, c'est en quoi est-ce que des modes de vie plus collectifs sont des leviers. Alors, pour la question du carbone, là, on vient de le voir. D'ailleurs, sur la question aussi du lien social, du bien-être, de la confiance. Donc ça, c'est l'étude qui a été menée avec Cécile et son équipe, mais aussi sur d'autres aspects, sur des questions de biodiversité, par exemple, en quoi ça recrée des écosystèmes. Voilà. Et c'est toutes ces études qu'on mène au fur et à mesure avec peu de moyens, parce qu'on n'est pas une société de recherche, on n'est pas une université, mais dès qu'on a un peu de moyens, on fait des études pour documenter un peu mieux ces impacts au-delà de l'aspect militant de notre action. Voilà, moi, je crois que ça va tenir à peu près le timing, désolé. Ouais, c'est très, très Oui, court. super timing, merci. Merci Mathieu pour cette excellente présentation.
Alors, on va plutôt passer à la professeure Cécile Renoir, diplômée de l'ESSEC. Cécile Renoir est aussi titulaire d'une licence canonique de théologie, d'un doctorat en philosophie politique et d'une habilitation à diriger des recherches en philosophie. Ses travaux portent sur la démarche éthique et l'éducation en anthropocène, la responsabilité systémique des organisations et l'articulation entre transformation quotidienne, structurelle et intérieure pour la grande transition. Merci d'être avec nous. Je vous passe le micro. Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Et puis, je suis ravie de prendre la suite de Mathieu et je reconnais évidemment beaucoup de choses dans ce que tu as dit, Mathieu, des défis et de l'importance de ces écolieux. Alors, je prends le terme le plus général. Et puis, je dois dire comment, aussi à titre personnel et pour le campus, nous nous sentons soutenus par la coopérative Oasis et combien c'est important d'avoir comme ça des réseaux d'acteurs qui veulent marcher dans le même sens et puis chacun ayant sa couleur propre. Alors du coup, je vais zoomer sur le campus de la transition. D'ailleurs, j'ai créé le campus quelques mois après la première rencontre avec Mathieu, qui s'interrogeait sur le lien justement entre les échelles de l'action, entre ce qui se fait à l'échelle souvent très locale des collectifs qui initient des projets d'écolieux, et puis ensuite des enjeux de transformation à une échelle plus méso, et puis le lien avec les enjeux globaux, dont celui du climat et les enjeux du vivant. Alors, le campus, l'association du campus, elle a été créée à la fin 2017, pour moi, à partir de l'intuition que pour essayer d'aider à transformer des choses dans l'enseignement supérieur et puis dans les stratégies économiques, notamment de grandes entreprises, qui était un peu mon sujet d'étude pour ma thèse en philo politique, c'était de voir comment ancrer la réflexion dans ce qui se passe dans les territoires. Et en gros, donc, le campus de la transition, c'est à la fois, comme Mathieu le soulignait, cette communauté thématique avec le souci de contribuer à des transformations de l'enseignement supérieur, des cursus, mais aussi on rajoute, donc ça fait une ambition exorbitante d'essayer de travailler aussi à ce que peuvent être des modèles économiques transformés et en lien avec des modes de vie différents. Et donc, l'intuition, c'était de se dire, s'ancrer dans un lieu. En l'occurrence, là, j'habite dans un domaine qui est dans le sud de la Seine-et-Marne, dans un petit village de 400 habitants, à quelques kilomètres de la ville de Montereau, qui est une ville de 20 000 habitants, dans laquelle il y a à peu près 2 fois le taux de chômage national, et nous nous trouvons dans un lieu qui est encore dit dans le Grand Paris. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on a les défis de zones semi-rurales, proches de grandes villes, et avec le souci d'ancrer une réflexion qui est à la fois de recherche-action, d'expérimentation, et de la relier à la question de la transformation donc des cursus, donc des enseignements. Et donc, nous sommes maintenant à peu près une trentaine de personnes à vivre sur place, alors à la fois une dizaine à être engagées pour au moins 1 an dans le projet, donc souvent des jeunes professionnels, et puis on a une dizaine de services civiques et stagiaires qui vivent aussi avec nous, des bénévoles qui tournent, entre 4 et 6 bénévoles, un peu tout le temps, qui viennent pour passer une durée de 3 à 4 semaines, le plus souvent. Et puis, on a aussi des personnes salariées ou bénévoles du campus qui n'habitent pas en permanence sur place, mais qui viennent y collaborer et qui, pour certaines, logent 1 ou 2 nuits par semaine sur place. Voilà, donc ça fait déjà un écosystème de personnes qui ont envie d'expérimenter une vie plus sobre et conviviale. Et donc, on a toute une série d'expérimentations qui, pour certaines, donnent lieu à de la recherche-action un peu plus scientifique, on va dire, et notamment autour des questions de rénovation écologique de bâtiments anciens, parce qu'on est dans un château du XVIIIe siècle, qui est une vraie passoire énergétique. Donc, il y a aussi des enjeux du côté du chauffage, de la mesure de l'empreinte carbone. Voilà, on a eu des bonnes réflexions à ce sujet pour arriver depuis l'année dernière à avoir une chaudière à bois bûche, mais voilà, puis il y avait quand même une logique de sobriété, ce qui fait qu'on a eu là deux financements de l'ADEME, l'Agence de la transition énergétique en France, pour travailler à la fois sur la question des low-tech, des technologies bas carbone, mais en lien avec vraiment l'enjeu de la sobriété dans nos modes de vie, et donc comment réfléchir
aux représentations que nous avons de ce qu'est une vie qui est à la fois donc plus sobre énergétiquement et écologiquement et puis conviviale. Et puis, il y a ce projet que Mathieu a mentionné à partir de l'indicateur de capacité relationnelle, qui est un projet qui fait la suite de recherches que j'avais menées au départ au Nigeria, dans le delta du Niger, pour essayer de regarder les effets de l'activité pétrolière sur le lien social. Et ça m'a conduite avec Gaël Giraud et avec d'autres chercheurs à élaborer donc un indicateur de capacité relationnelle pour essayer de quantifier ce qui est inquantifiable, donc la qualité du lien, mais surtout pour en faire justement un peu subvertir la logique des chiffres et des indicateurs et essayer de montrer comment les projets, les modèles économiques ont sûrement à se poser des questions bien plus fortes qu'elles ne le font aujourd'hui sur la manière dont elles s'inscrivent dans une logique qui respecte le lien social et écologique, c'est-à-dire, donc en gros, ça rejoint un peu l'idée du donut de Kate Raworth, que je pense que la plupart d'entre vous connaissent, cette idée de créer de la valeur économique et financière à l'intérieur des frontières planétaires, à la fois en respectant un plancher social et un plafond environnemental. Voilà, et donc nous, à l'échelle du campus, donc on continue à s'interroger sur la manière d'enseigner une réflexion sur la responsabilité systémique donc, des organisations, donc avec cette idée de contribution des entreprises et des organisations à ce respect des frontières planétaires. Et puis, on s'est demandé comment les écolieux pouvaient eux-mêmes contribuer à une réflexion sur des modèles d'organisation, des modèles institutionnels, justement, qui sont à la fois plus sobres et conviviaux. Et donc, notre indicateur de capacité relationnelle était vraiment intéressant pour creuser, ça rejoint ce qu'évoquait Mathieu sur cette dynamique de commun, des enjeux liés capacité à prendre des décisions avec d'autres pour ce qui concerne plus directement les personnes, mais aussi avec ce souci plus large de la qualité des liens au vivant et en intégrant donc dans cet indicateur à la fois depuis le très intime, la relation à soi et à plus grand que soi, et puis relation aux autres dans l'écolieu, relation au territoire, relation à la société plus généralement et relation au vivant. Voilà, donc un mot, mais je pourrais en dire un peu plus sur cette étude si ça vous intéresse dans la discussion. Alors, pour revenir au projet du campus, donc on a ce côté expérimentation, recherche-action et soutien à des formations à la fois sur place et puis en réseau avec des établissements d'enseignement supérieur qui voudraient contribuer à réfléchir à un changement vraiment fort de leur cursus. Et du coup, on a travaillé depuis donc maintenant à peu près 4 ans et demi avec des enseignants-chercheurs de différentes universités ou écoles de commerce, d'ingénieurs, instituts de sciences politiques. Tout ça avec le souci de favoriser des formations et une réflexion sur les cursus qui soient à la fois inter- et transdisciplinaires. Alors, je pense que à Lausanne, il y a beaucoup de choses qui se font déjà avec cette préoccupation qui est portée largement par les institutions auxquelles vous appartenez. Mais je pense que l'intérêt d'un lieu comme le campus, un peu comme d'autres lieux dans le monde, comme moi ceux que je connais plus, c'est le Schumacher College qui est en Angleterre, dans le Devon, donc qui a été fondé par Satish Kumar il y a une trentaine d'années. Et puis il y a le Sustainability Institute qui est rattaché à l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud. Donc ces 3 lieux, puis il y en a quelques autres à travers le monde, mais je pense qu'il pourrait y en avoir plus à côté des grosses institutions. Justement, l'intérêt, c'est de pouvoir expérimenter des choses du point de vue du vivre ensemble et des différents aspects de la vie quotidienne pour pouvoir contribuer donc à des transformations. Et c'est un peu le projet qu'on développe dans nos formations, c'est comment est-ce qu'on réfléchit à des transformations qui soient précisément des transformations dans nos vies quotidiennes, mais aussi d'une contribution à des transformations plus institutionnelles et structurelles, et puis en lien avec les enjeux de transformation intérieure. Alors certains parlent d'écologie intérieure, parce que, comme d'ailleurs Mathieu le soulignait, il est peu probable qu'on arrive à changer nos modes de vie si on est uniquement dans une vision qui essaye de voir comment des normes ou des régulations, des réglementations différentes sont mises en œuvre. Alors bien sûr, c'est fondamental,
mais ça ira aussi de pair avec une interrogation en termes de valeurs, certains parlent de l'éthique des vertus, de toute cette invitation à travailler sur nos ressources intérieures pour pouvoir favoriser des transformations à différentes échelles. Donc, dans la réflexion sur la transformation des cursus, ben, on essaye d'honorer ces trois dimensions, ces trois types de transformation. Alors pour dire quelque chose des ressources qu'on a essayé de constituer là depuis 4-5 ans, on a travaillé donc en réseau, et ce qui fait que au bout d'1 an d'existence du campus, j'ai eu l'occasion de rencontrer en France la ministre de l'enseignement supérieur et surtout son directeur de cabinet de l'époque, qui ont bien perçu le côté hors système du campus et le fait que nous étions en même temps un bon écosystème d'enseignants-chercheurs, de praticiens, d'étudiants, liés à différentes disciplines, et qu'on pouvait peut-être jouer un rôle pour aider à former des formateurs et à élaborer dans un premier temps un socle commun de connaissances et compétences pour la transition. Et donc, on a réuni à peu près 70 enseignants-chercheurs, quelques praticiens, notamment d'entreprises, alors soit des grandes entreprises, mais aussi du monde de l'économie sociale et solidaire, et puis quelques étudiants doctorants. Et nous avons travaillé pendant plus d'1 an à l'élaboration de ce qui est devenu le manuel de la grande transition, qui se veut être donc un socle commun de connaissances et compétences pour la transition. Et ce qui est intéressant, c'est dans la logique qu'on essaie de favoriser là, dans ce travail transversal avec des personnes donc, qui, pour la plupart, ne vivent pas du tout en écolieu, c'était de faire le lien aussi avec les expérimentations qu'on mène au campus. Et ce qui fait que même dans le manuel de la grande transition, eh ben, on a rajouté, après chaque chapitre, je vais dire un mot des 6 chapitres qui composent le manuel, il y a des exercices concrets qui invitent chaque lecteur, en fait, à se poser des questions pour lui ou pour elle. Et puis, ces petits exercices, ben, on les a conçus. C'était pendant le confinement parce que c'était la phase finale d'écriture du manuel. Et du coup, ben, les 25 avec lesquels j'ai été confinée se sont prêtés au jeu pour essayer d'élaborer justement des exercices pédagogiques qui puissent soutenir la lecture de ce manuel. Et alors, je dis quelque chose des 6 portes du manuel parce que ça rejoint d'ailleurs ce que tu évoquais, Mathieu, à travers l'idée de porte d'entrée complémentaire dans la transition. C'était aussi pour nous, et pour les enseignants-chercheurs avec lesquels j'ai travaillé à ce manuel, l'expérience que nous faisions, c'est qu'avec nos étudiants, et bon, pour moi, j'ai la chance d'enseigner dans différentes enceintes, alors à la fois des ingénieurs, à des étudiants en école de commerce, aussi des étudiants en sciences politiques, et puis en philo et en théologie. Et du coup, ben, ce que je vois bien, c'est que selon nos sensibilités, eh bien, nous n'avons pas forcément les mêmes manières d'entrer dans les problèmes, et notamment dans les questions écologiques et sociales. Et du coup, on a essayé d'élaborer ce socle de connaissances et de compétences en articulant justement différentes portes. Alors, on a pris des mots grecs, pas pour être jargonnant ou pour voilà, être dans un seul registre culturel, mais parce que ça marchait assez bien d'un point de vue mnémotechnique pour déjà prendre les termes qui sont dans les mots économie et écologie. Donc, vous avez les termes grecs oikos, nomos et logos, et puis on a rajouté 3 autres portes qui sont les portes ethos, praxis et dynamis. Alors, je vais reprendre ces portes très brièvement dans l'ordre dans lequel elles sont présentées dans le manuel, mais l'idée, c'est d'avoir des parcours qui permettent justement de traverser ces différentes portes. Alors, oikos, c'est la porte du diagnostic, plutôt liée au départ aux sciences du climat, sciences du vivant, des sciences plus dures, mais avec cette idée qu'il y a aussi les effets sur les personnes, les populations, de ce qui est de ce diagnostic plus scientifique au sens des sciences dures. Et donc, dans la porte oikos, il y a aussi toute une interrogation en termes de commun, justement, disant nous n'avons pas de planète B, nous avons une maison commune dont il nous faut prendre soin. Donc ça, c'est oikos, c'est vraiment ces enjeux de comment poser le diagnostic. Puis après, on arrive à la porte ethos. Le diagnostic, il nous fait nous poser des bonnes questions sur le vivre ensemble, ce que les latino-américains appellent le buen vivir. Et donc, on a pas mal repris la formule de Paul Ricoeur qui parle de la recherche éthique comme la quête de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes, qui permet de relier différents courants éthiques et philosophiques avec la question des critères de justice dans nos sociétés plurielles, dans lesquelles nous pouvons avoir des conceptions substantielles du bien qui sont diverses.
puis en même temps cette question de savoir si nous arrivons à nous mettre d'accord sur des composantes du bien vivre ensemble dans nos sociétés, ce qui permet aussi de s'interroger sur les responsabilités des acteurs. Voilà, et donc cette question de la responsabilité, elle permet d'arriver à la porte nomos, qui est celle de, à la fois, nomos, c'est la régulation, les règles du jeu, les métriques, et ce sont aussi les instruments de gouvernance que nous avons et la réflexion que nous pouvons mener en termes de démocratie écologique. Et donc, là, dans la porte nomos, il y a quand même pas mal d'aspects qui sont liés aux disciplines plus économiques, financières, aux sciences de gestion, aux sciences politiques, au droit, pour essayer de voir quelles sont les évolutions nécessaires du droit, précisément, pour favoriser l'inscription des questions de long terme dans nos agendas politiques, pour regarder comment des organisations, à la fois qu'elles soient économiques, des organisations de tout type, des institutions, elles sont amenées à se poser des bonnes questions pour savoir si les instruments de mesure et d'évaluation qu'elles ont favorisent vraiment l'inscription des questions écologiques et sociales, des questions de justice sociale et économique et écologique dans le fonctionnement institutionnel. Ça, c'est nomos. Et puis, on passe de nomos à logos parce que changer les règles du jeu, changer le fonctionnement institutionnel, c'est très important, mais ça ne se fera pas justement sans travailler sur les récits collectifs, même revisiter les mots, le vocabulaire que nous utilisons quand nous parlons. Maintenant, même le terme de transition, il devient un peu comme avant le développement durable, un peu le mot fourre-tout, le mot valise, et qui peut parfois peut-être se révéler tellement large et flou qu'il en devient un peu, il permet peut-être pas forcément de se poser les questions et d'agir au bon niveau. Donc, la porte logos, elle invite à revisiter à la fois les mots, les récits, nos représentations collectives, et puis elle permet d'insister sur la complémentarité entre des rationalités de type techno-scientifique et des rationalités qu'on pourrait appeler symboliques, qui font droit justement aux littératures, aux humanités, aux arts, voilà. Et puis, à partir de là, ça amène à réfléchir, ça apporte praxis à l'action, aux échelles de l'action, aux différents acteurs. Et c'est aussi dans cette porte-là qu'on a proposé une réflexion sur l'engagement militant, citoyen, la question de la violence. Et je pense que dans les débats qu'on a au campus, ça revient très souvent. D'ailleurs, dans notre collectif, à l'heure actuelle, on en a l'un ou l'autre qui milite dans des mouvements comme Extinction Rebellion ou Dernière Rénovation. Voilà, et puis on en a qui viennent aussi dans nos formations, qui sont des personnes qui travaillent dans des grands groupes avec des fortes convictions. Mais voilà, on a un peu tout ce panel, et avec une interrogation autour des questions de l'agir citoyen et des moyens d'essayer autant que possible, éviter l'usage de la violence, mais en étant conscient du caractère violent des effets de nos modèles économiques sur un certain nombre de personnes et sur les écosystèmes. Voilà. Donc, c'est dans cette porte la praxis qu'on fait droit à ces sujets. Et puis, enfin, la porte Dynamis, sur laquelle qui a suscité des débats au départ avec le collectif, parce qu'en France, dans notre France laïque, alors je redis que le projet du campus est un projet non confessionnel et laïque, mais qui se veut ouvert à la dimension spirituelle. On trouvait quand même très important, avec l'écosystème d'enseignants-chercheurs avec lesquels nous avons travaillé, d'honorer cette dimension spirituelle, alors au sens le plus large, au sens de la quête de sens, le rapport voilà, justement à cette question de l'inspiration dans nos existences, et donc ce qui fait droit aussi à ce que certains appellent l'éco-psychologie ou l'éco-spiritualité. Mais voilà, dans un contexte qui est très propice à l'éco-anxiété, sûrement pour les jeunes, peut-être plus encore que pour les plus âgés, mais je crois que ça traverse maintenant toutes les générations. Comment est-ce qu'aussi on essaye de réfléchir au rôle que peuvent et peut-être doivent jouer des institutions d'enseignement supérieur pour pouvoir contribuer à honorer cette dimension aussi dynamisme. Voilà. Et puis, on a en même temps mis en place des groupes de travail pour essayer d'inclure dans les ensembles de disciplines de manière un petit peu plus précise les questions écologiques et sociales. Et ça, on a une collection donc, de petits manuels de la grande transition, dont 6 petits manuels pour l'instant ont vu le jour sur 12 prévus. Les 6 premiers sont Pédagogie de la transition, qui sera bientôt publié chez Springer, donc en anglais.
et puis transformation des campus, ensuite santé publique en transition, vers une autre gestion, incarner l'écologie, donc plutôt en lien avec les sciences du vivant, et le dernier sorti, c'est regard au pluriel indiscipliné des sciences humaines et sociales. Voilà. Donc c'est un petit tour d'horizon là du travail qu'on a mené là au sein du campus en réseau. Et voilà, et je terminerai juste en disant combien ce travail en réseau avec des enseignants-chercheurs ou des praticiens qui ne vivent pas tous en écolieu, il est aussi tout à fait nourri de ce va-et-vient avec les expérimentations concrètes qu'on peut mener dans des lieux comme le campus. Voilà, et avec donc une pédagogie dite tête, corps, cœur. Je crois que c'est Pestalozzi au XVIIIe qui parlait de la pédagogie tête, main, cœur. Voilà, donc ça rejoint bien ce souci vraiment de peut-être de réfléchir différemment pour agir différemment à la hauteur des enjeux. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on ait un temps d'échange. Merci Cécile pour cette excellente présentation. Alors, cette fois-ci, je ne ferai pas la même erreur. Je vais poser ma question en premier et puis ensuite, j'ouvrirai le micro au reste de l'audience. Alors, déjà, merci d'avoir discuté d'une façon très systémique de cette transformation des cursus. Non seulement c'est cette approche systémique à la transformation de notre société est au cœur de notre mission chez Climact, mais on se rend bien compte qu'elle est nécessaire aussi pour la transformation des cursus à l'EPFL et à l'UNIL. C'est très difficile d'obliger des professeurs à transformer leur enseignement et à intégrer euh, les notions d'écologie, de durabilité, sans avoir déjà conscientisé la personne à la valeur ajoutée de cette transformation. Et puis, je me posais la question, comment vous avez fait de votre côté pour fédérer en fait l'ensemble des corps enseignants pour qu'ils mettent l'effort et puis qu'ils transforment leur enseignement dans l'idée que chaque profession plus tard pourra ensuite, s'il a eu le bon enseignement, avoir un impact positif sur cette transformation. Je ne sais pas si ma question elle est claire, mais je Alors, peux la... Oui. oui. De ce que je comprends, c'est comment est-ce que des enseignants-chercheurs de différentes disciplines, différents horizons se mettent en route et ensemble d'une certaine manière. Alors, Oui. peut-être que nous, on est un réseau d'enseignants-chercheurs qui viennent de différentes institutions d'enseignement supérieur et justement qui sont contents de trouver un lieu comme le campus, qui est un peu une plateforme, on pourrait dire, interacadémique ou interuniversitaire. Et c'est ça un peu notre vocation, entre guillemets, je pense, c'est se dire quel est le rôle utile qu'on peut jouer, que d'autres ne peuvent pas jouer de la même manière quand ils sont dans des plus grosses institutions. Et en même temps, avec cette idée que, évidemment, le souci, c'est de passer à l'échelle. Donc, il y a aussi une volonté de soutenir des personnes qui sont dans des grosses institutions pour qu'elles puissent justement contribuer à des changements plus systémiques. Et là, en l'occurrence, d'ailleurs, je n'ai pas mentionné, mais on a un partenariat avec l'université de Cergy, Cergy Paris Université, sur plusieurs années pour les accompagner dans la mise en transition de l'université. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a vraiment la volonté de la part de la présidence d'impulser des changements des cursus. Puis nous, ils nous ont demandé au départ d'accompagner CY-Tech, qui est l'école d'ingénieurs, pour voir déjà ce qui pouvait être fait pour intégrer déjà, il y a un module qui est obligatoire pour tous les étudiants ingénieurs qui arrivent, qui démarrent leur cursus et justement qui reprend le parcours des 6 portes pour les aider à entrer dans une pensée systémique. Et puis l'enjeu pour nous, c'est d'accompagner des enseignants-chercheurs et c'est vrai qu'on se dit que on part d'abord de synergie menée avec ceux qui ont envie d'y aller. Et qu'en fait, ça, c'était un débat un peu avec l'équipe de la présidente de l'université. Puis on le voit bien quand on discute avec des équipes de direction d'école ou d'université, c'est que, évidemment, on peut vouloir que ça change, mais ça ne changera pas d'un coup. Et qu'en fait, c'est un peu comme peut-être le rôle des écolieux. Il y a besoin qu'il y en ait qui démarrent plus petits et avec des gens très motivés. Parce que du coup,
ils vont arriver à faire des choses. Et souvent, d'ailleurs, ils en font bien plus que ce que leur poste leur demande en tant que tel. Et ça, on rejoint un peu toujours les mêmes problématiques. C'est que, et là, je vois pour l'écriture du manuel, il y en avait un postdoc qui était salarié, là, Rémi Beau, avec lequel j'ai beaucoup travaillé pour coordonner l'écriture de l'ouvrage. Et puis, tous les profs qui ont travaillé, c'était bénévolement, parce que pour eux, ça comptait et ça avait du sens. Alors même que c'était vis-à-vis des critères d'évaluation des profs, c'était pas une publication dans une peer review, enfin voilà. Et donc, je crois que pour moi, il y a ce côté travailler avec des gens qui en veulent, et puis ensuite essayer d'être stratège dans son établissement pour voir avec qui on peut travailler au niveau de la direction, des gens qui voient des moyens de tester des formations, peut-être dans tel ou tel après département. Moi, de notre expérience jusqu'à maintenant au campus, de lien avec différentes institutions, en fait, nous, on se dit souvent qu'il faudrait qu'on fasse un peu moins du sur-mesure parce que c'est très, très chronophage. Mais en fait, je crois qu'on est un peu obligé de faire du sur-mesure tout le temps parce que, justement, à chaque fois, les questions se posent un peu différemment en fonction des collectifs qui sont là, en fonction aussi des histoires, presque des cultures politiques à l'œuvre, y compris dans des universités, hein, pour voir comment on trouve les bons leviers pour changer. Puis après, quand même, c'est l'intérêt d'avoir de mise en réseau d'acteurs. Et d'ailleurs, moi, c'est un peu, j'ai des liens avec tel ou tel prof de l'UNIL notamment, mais je trouve qu'il y aurait des choses intéressantes à mener pour voilà, essayer au maximum de mutualiser ce qu'on peut. C'était un peu l'idée du manuel et des petits manuels, mais aussi puis en lien avec d'autres acteurs comme le Shift Project en France aussi. Mais enfin, je pense qu'en Suisse, il y a aussi des réseaux d'acteurs. Et voilà, un de nos soucis, ou un de nos préoccupations, c'est précisément de ne pas réinventer les choses dans son coin, mais plutôt de voir à quel collectif on peut se rapprocher pour justement bénéficier d'expérimentations qui ont été menées et puis en mener soi-même.